Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Étienne Alcouf. Salut Étienne. Salut Julien. Ça va bien aujourd'hui? Écoute, super, super. Lundi, janvier, on avance, tout va bien et toi? Bon, ça va, je te remercie. T'es pas du genre comme moi à dire comment ça va comme un lundi ou comme un vendredi, tu vois, ce genre d'expression à la con, là, c'est pas ton truc, hein, j'imagine. Moi j'aime bien, en fait, j'aime bien les jours d'activité, les journées d'activité. Je trouve qu'on en a pas assez, d'ailleurs, parce qu'il y a une vraie saisonnalité, moi je travaille en B2B, donc il y a une vraie saisonnalité à la semaine et même au mois avec, surtout en France avec les vacances, les jours fériés et cetera et donc lorsqu'il y a de l'activité, je suis là et voilà, je trouve que, enfin, j'aime bien sentir un peu cette effervescence donc voilà. Bon, mais je partage cet état d'esprit avec toi, hein, puis sinon on s'ennuie vite aussi quand on est entrepreneur comme toi, j'imagine. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas Étienne, je vais le laisser plutôt se présenter lui-même plutôt que de faire sa biographie au risque d'être maladroit. Est-ce que tu peux te présenter à tous les auditeurs qui te connaîtraient pas, Étienne? Ouais, avec plaisir, merci Julien. Du coup donc écoute, par où commencer? Moi j'ai un parcours, je suis franco-américain, donc américain par ma mère, mais j'ai principalement grandi en France, mais toujours avec cette culture, américaine. J'ai fait mes études en France, donc j'ai fait un bac, éco, ES à l'époque, parce que je crois qu'ils ont changé ça maintenant et j'ai fait une école de commerce, avec une spé, plutôt financière à la base. Heu, Ensuite, j'ai toujours été, passionné par le fait de réussir à comprendre ce qui m'entourait, et du coup, à monter des projets. Donc, j'ai pu travailler dans différents secteurs, lors de mes études. J'ai toujours travaillé et justement, c'est un peu ce côté américain où, j'ai été poussé assez tôt de travailler en fait, de gagner mon propre argent et cetera. Et par la suite, c'est ce qui m'a fait entreprendre. Donc, à la sortie de mes études à Paris, j'étais directement en Asie. J'ai commencé ma vie professionnelle en Asie, à Bangkok où j'ai, travaillé dans un cabinet d'avocats. Ensuite, j'ai créé une société de recrutement, là-bas. Je suis rentré en mi-2014, en France. J'ai travaillé dans une société qui, faisait du marketing, notamment sur tout l'écosystème Google. Et donc j'ai travaillé là-bas pendant 2 ans et ensuite j'ai créé Junto donc en fin 2016. Et voilà, il y a quelques mois, donc j'ai nommé un directeur général et donc je suis toujours, très impliqué sur le développement de Junto, mais j'ai une vision un peu plus large, encore. Donc voilà. Donc aujourd'hui, tu essaies de prendre un peu de hauteur. C'est ça, c'est le but aussi d'avoir recruté un directeur général, c'est ça? Tu fais partie de ces entrepreneurs qui ont réussi à lâcher un peu de lest, un peu de bébé, et arriver à déléguer une partie du décisionnel, du coup? Écoute, c'est effectivement une transition que j'ai souhaité, faire. Hem, donc je savais pas exactement, j'ai senti que c'était le bon moment parce qu'en fait, on travaille depuis de nombreuses années ensemble, donc avec Raphaël. Donc c'est vraiment entre guillemets «un recrutement interne», avec une responsabilité, un périmètre un peu plus large. Mais Raphaël était déjà, enfin, on travaillait déjà en binôme depuis de nombreuses années sur un périmètre quand même déjà assez large, donc c'est pas non plus un énorme changement. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a une petite transition. J'ai voulu la démarrer, et c'est vrai que c'est pas du plug and play, voilà, comme on peut s'attendre. Je pensais, voilà, on met un directeur général et puis c'est bon, on peut faire autre chose. Bah, non, en fait, ça prend du temps et finalement, vu que moi je suis solo fondeur,
C'est un peu la particularité de Junto. J'ai démarré tout seul, donc je suis quand même, extrêmement, dans les, enfin, impliqué dans les détails de tout. Donc j'essaye et enfin, il y a des bons aspects que je vois aujourd'hui de prendre un peu plus de recul, mais c'est vrai que c'est encore un processus qu'on n'a pas totalement terminé. Donc peut-être que d'ici quelques mois, ce sera plus le cas, ouais. Bon, ça c'est très chouette en tout cas. Donc de 2016, tu crées Junto. Est-ce que tu peux nous faire justement la genèse, un petit peu tout ça, comment l'idée t'est venue de créer Junto et nous expliquer aussi ce qu'est Junto, à qui ça s'adresse. Et puis de là, on verra un peu quel a été ton parcours, évidemment, sur la réussite de Junto, puisqu'aujourd'hui on peut dire que c'est une réussite. Et puis de ce que tu as pu faire à côté aussi à titre personnel pour justement préparer la suite. Tout à fait. Donc donc en 2016, donc je sors d'une expérience où j'avais été, ce qu'on appelle account manager. Donc j'ai géré des budgets publicitaires pour des très grandes entreprises françaises où je déployais leur stratégie, média, sur des réseaux publicitaires. Et donc ouais, je gérais, je sais pas, 20 000 € par jour sur des campagnes médias. Et en même temps, j'avais cette expérience, entrepreneuriale en Asie, qui m'a vraiment vraiment conforté sur le fait de me dire qu'en maîtrisant des leviers de croissance, en maîtrisant cette stratégie de croissance, on pouvait, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, vraiment capitaliser sur des leviers qui permettent de se développer et de croître. Et moi, j'ai toujours un petit peu, aimé on va dire l'image de l'underdog, de la personne qui arrivait, qui faisait face à des très grandes structures et qui réussissait à créer son chemin. Donc ça m'a beaucoup parlé en fait, le fait d'apprendre et de maîtriser à la perfection des leviers d'acquisition à la base. Je voyais ça vraiment comme, enfin je voyais, voilà, pour moi c'était magique de me dire: «Bah, en fait, si je comprends, comment faire fonctionner des logiques marketing, je vais vraiment pouvoir développer une activité». En fait, je suis arrivé dans le marketing de par l'entrepreneuriat et donc c'est comme ça que je suis tombé dans le marketing, et c'est ce que j'ai toujours voulu apporter à mes clients. C'est de leur dire en fait, si vous avez une stratégie, bien réfléchie, et que vous êtes, ambitieux sur vos différents leviers et bah, en fait, vous allez vous développer, et vous allez vous développer très rapidement. Mais par contre, c'est des choses qui sont, c'est compliqué de savoir où démarrer, avec quel budget, avec quelle stratégie, avec quelles compétences. Donc, voilà, pendant de nombreuses années, ça a été vraiment comprendre comment marketer, sa société, comment vendre, et ensuite c'est devenu effectivement mon activité, principale de proposer ce type de service et d'accompagnement, à mes clients. Et donc, en termes de typologie de clients, nous on a commencé sur des clients vraiment, qui nous ressemblaient, donc des fondateurs, des cofondateurs de start-up en 2016. Et de fil en aiguille, en fait, notre, clientèle s'est développée vers une clientèle, on va dire mid-market. Donc on était au contact de scale-up, qui levaient des tours de financement, série A et plus, série A, série B, série C, et cetera. Donc beaucoup de B2B, beaucoup de SaaS, également beaucoup de e-commerce. Et aujourd'hui, on a encore ajouté une troisième typologie de clientèle, qui sont des clients plus grands comptes, qui vraiment passent par des logiques d'appel d'offres, de renouvellement, ou de challenge de partenaires et de partenariats sur des sujets, un peu plus larges. Donc ils attendent de nous de pouvoir répondre sur, à la fois des logiques, créatives, des logiques publicitaires, des logiques CRM, des logiques tracking et data. Donc voilà, on a fait évoluer notre offre afin de répondre à ces demandes plus larges. On reste encore positionné, auprès de start-up et de scale-up, mais on a ajouté des briques, servicielles afin de pouvoir répondre également à cette typologie de clientèle qui a évolué. Est-ce que tu peux, pour ceux qui... alors bon, moi j'ai un background en direction digitale et marketing, donc forcément ce sont des choses qui me parlent, mais je pense que là, pas mal d'auditeurs, du coup, qui maîtrisent pas forcément le sujet, tu vois, des leviers d'acquisition notamment, est-ce que sans rentrer dans trop de détails, tu peux vulgariser un peu l'univers de l'acquisition online ou Mmh. offline d'ailleurs, mais je pense que tu es plutôt quand même centré online. Ouais, tout à fait. Donc en fait, pour moi, il faut voir les leviers d'acquisition comme vraiment des fournisseurs, d'utilisateurs et de clientèle pour les entreprises. Donc en fait, pour les entreprises, il y a diverses stratégies de distribution. Donc effectivement, hors ligne, via par exemple des points de vente, ou
en B2B via, des distributeurs, ou encore en ligne directement, sur leur site, pour aller vendre leurs produits et ou leurs services, à leurs clients finaux. Et donc nous, sur cette partie distribution en ligne, on va venir les conseiller parce que sur cette distribution en ligne, on va avoir plusieurs «fournisseurs» entre guillemets d'utilisateurs, donc des fournisseurs de trafic. Donc, dans l'ordre, on va avoir par exemple, Google qui aujourd'hui, va venir, apporter la majorité des utilisateurs de n'importe quel, site ou produit digital. Souvent, Google va être le premier fournisseur. Et dans Google, si on zoome un petit peu plus, on va avoir, une partie payante et une partie organique. Et donc, Google a différentes propriétés type, Google Maps, YouTube, le search, Gmail et cetera. Et donc va venir en fait, heu, proposer, aux entreprises qui souhaitent, acquérir des utilisateurs et de la clientèle, payer et afficher leur publicité, leur communication sur ces différents réseaux. Donc ça, on a juste parlé de Google, mais il y a également, Meta avec Instagram et Facebook, LinkedIn, TikTok, Pinterest, Snap, et des régies, diverses et variées. Donc nous, notre but, auprès de nos clients, c'est de dire en fait et je vais ajouter à ça, en fait, ces fournisseurs-là, en fonction du produit ou du service, ça va pas être exactement le même mix. En fonction de la maturité, de cette entreprise, ça va pas non plus être forcément le même mix, de fournisseurs. Donc nous, notre but, ça va être de dire: «Bon, bah, à notre client: «Vous arrivez, vous êtes très peu connu, vous avez encore tout à faire. Bon, on va démarrer par telles actions et tels leviers, tel fournisseur». Et ensuite, au fur et à mesure du développement de ces entreprises, on va analyser leur mix média, leur mix de canaux et leur dire: «Bon, bah, vous êtes très, très fort, par exemple, sur le paid search, mais par contre, vous avez complètement délaissé un aspect, réseaux sociaux, professionnels, qui devrait représenter, 5 de votre trafic global et aujourd'hui il représente, 0,5. Donc vous avez un manque à gagner sur ce réseau, et du coup, il faut qu'on dessine, et qu'on opère ce plan, afin d'aller capitaliser là où vous avez des options de développement. Donc, c'est vraiment ça notre travail, c'est de regarder sur 12-24 mois ce qui s'est passé dans le mix marketing de nos clients, comment il a évolué, est-ce qu'il est en hausse, en baisse, par canal, en fonction du marché, en fonction de leurs concurrents, en fonction, eux, de leurs forces. Leur faire une recommandation, et leur dire: «OK, bon, maintenant, il faut mettre ça en place et voici ce qu'on vous recommande, en termes d'actions, concrètes». Donc on est à la fois là pour conseiller sur le mix, mais aussi pour, opérer, si besoin, avec les équipes que les clients vont avoir en interne. Et souvent, ce qui se passe, c'est que, des entreprises de taille, intermédiaire et de plus grande taille, la problématique qu'elles ont, c'est souvent une problématique, humaine, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas forcément, l'équipe nécessaire pour aller être, excellentes sur tous les leviers. Et vu que leur activité, se complexifie de par leur taille, c'est-à-dire plusieurs marchés, plusieurs produits, plusieurs services, souvent elles vont, atteindre des plafonds de verre sur certains marchés, certains produits, certains services. Elles vont vouloir, challenger ce qu'elles ont pu faire par le passé, challenger leurs équipes, venir apporter de l'expertise extérieure. Donc c'est là où vraiment on intervient et on apporte, de la valeur. Donc autant sur la strat que sur le déploiement de la strat finalement, dépendamment des ressources internes de vos clients, quoi. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'on va avoir également beaucoup de données sur le marché, donc on va avoir un conseil, très direct et très, voilà, très très concret sur bon, bah, on a déjà vu, votre activité à grande échelle, parce qu'on a géré tel ou tel compte. Comparé à ce que vous faites, votre coût d'acquisition pourrait être plus bas, tel levier pourrait être développé davantage, et cetera, et cetera. Ok, bon c'est très clair, je pense que ça parle à davantage de monde effectivement maintenant. Est-ce que toi tu peux du coup nous parler de ta position et ta place justement dans toute l'aventure Junto? Donc du début tu dis que tu fondes, t'es le seul fondeur, donc ça veut dire que t'as fondé la boîte tout seul. T'as expliqué un peu pourquoi, quelle était la raison, etc., ce qui t'a amené à faire ça. Comment t'as réussi à amener Junto là où elle est? Est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, t'arrives à avoir un petit peu de réponse justement à toutes ces questions que les entrepreneurs se posent aussi? C'est quoi les clés de la réussite, tu vois? D'ailleurs, tu peux peut-être nous parler de la réussite d'aujourd'hui et après on revient en arrière. Ouais, j'ai beaucoup, réfléchi à cette question. C'est vrai qu'on me la pose régulièrement. Je pense qu'il y a pas un élément,
enfin, pour répondre de manière générale, je pense il y a pas un chemin, il y a pas un élément, particulier, il y a pas un hack. Je pense que j'ai des grandes lignes directrices, que je peux donner par contre. Donc, je dirais que la 1re chose, c'est vraiment, j'ai toujours vou je pense que c'est déjà être au clair sur son objectif. Moi, j'ai toujours voulu en fait, construire, voilà, une entreprise. Par exemple, je savais que je ne voulais pas être freelance. Je savais que je voulais, créer une équipe et avoir une équipe et donc ça a toujours été mon objectif de voir les choses, à plus grande échelle en termes d'organisation et de structure. Donc déjà, je pense qu'il faut être au clair là-dessus. Hem, je pense que une 2e chose qui nous a beaucoup aidé, c'est on a toujours réinvesti très fortement dans notre, croissance. Pendant de très nombreuses années, en fait, tout ce que je faisais, c'était vraiment réinvestir, notre chiffre d'affaires en développement. On a été assez innovant, je pense, au niveau de la communication qu'on a pu faire. Nous-mêmes, des leviers qu'on a activés, des leviers commerciaux, des leviers marketing et je pense que c'est des choses, par exemple, pour des entreprises de services que je vois assez rarement, en fait. Il y a souvent, pour des directions d'entreprises de services ou de conseil, souvent elles sont assez peu au fait des stratégies de marketing B2B. C'est quelque chose auquel elles ne croient peut-être pas. Elles font des salons, elles font, peut-être quelques opérations par-ci et par-là, mais nous, on a été vraiment, très, très forts sur de leviers en ligne et on continue de le faire. Donc je pense que c'est investir en sa croissance, ça permet quand même de faire de la croissance, donc c'est important et c'est vraiment enfin moi je pour expérience, c'est pas le cas de toutes les entreprises, surtout B2B, service, on va dire. Je pense qu'un autre élément, c'est vraiment un élément d'état d'esprit, de savoir, de voilà, de rien lâcher, d'être voilà, de vous il y a eu des moments très difficiles, on va dire, avec des croissances de 100 chaque année. On prend vraiment on va dire des gros coups de stress et de di voilà, il y a des gros sujets de structuration, qui se posent. Et voilà il y a des moments, voilà, qui sont difficiles et faut réussir à prendre du recul, à les passer. Donc ça, je pense que c'est vraiment une certaine résilience, à développer et c'est un travail sur soi-même, un travail mental. Enfin, on peut rentrer un peu plus là-dedans, mais je suis assez, j'essaie de faire pas mal de sport, voilà, j'essaie de me comment dire? Mentalement, de me préparer en tout cas et de rester prêt, de rester au top là-dessus. Hem et après, nous, dans notre activité, il y a une très grosse question de RH et de people, et donc je pense que et là, je sais pas si c'est, heu, je sais pas si c'est quelque chose, enfin, je sais pas exactement d'où ça vient, mais j'ai fait quelques très bons choix, on va dire, sur le recrutement. Par exemple, justement, Raphaël qui m'a rejoint très tôt, sur lequel c'était un vrai pari. Enfin, il venait de chez Google, il voulait un salaire assez important dès le début, nous on était 3. Je me suis dit: «Bon, bah, on y va». En fait, je pense qu'il y a des décisions où j'y vais, je le sens et je suis capable d'y aller. Je sais pas trop, dire pourquoi exactement, mais on va dire que je suis un bon, je fais des erreurs, mais je suis un bon client, je suis un bon acheteur. Donc lorsque je sens bien quelque chose, je suis prêt à y aller complètement et donc voilà, à la fois j'ai pu faire des erreurs, mais on va dire que en termes de recrutement, les personnes qui ont rejoint le projet Junto, et qui font aujourd'hui Junto sincèrement, ça a été, voilà, ça a pas toujours été le cas et je pense que, et voilà et je pense que j'ai réussi à voir en certaines personnes, bah, le potentiel qu'on pouvait atteindre ensemble et donc je pense que c'est aussi une des clés de réussite, c'est que je suis assez, voilà, je suis assez, enfin, je pense que je suis, humainement, je pense que je ressens bien les personnes, que je m'entends bien avec tout le monde, je suis facile, de manière générale, c'est facile de collaborer avec moi et donc je pense que ça nous a également, aidés parce que forcément, il y a aussi des concessions à faire sur certaines situations, sur des profils. Donc je pense que j'ai réussi aussi à donner le bon ton entre objectif et autonomie et de recruter également, bah, des personnes avec lesquelles, on travaille hyper bien, quoi. Donc voilà, et puis après, je dirais pour terminer, une vision très, enfin je suis «passionné» entre guillemets par, enfin,
je vais pas dire passionné par le business, mais en tout cas par on va dire le challenge de réussir à développer une organisation, humaine, commerciale. Enfin, c'est plein de petites choses, mis bout à bout qui permettent d'avoir une équipe solide. C'est franchement, c'est extrêmement difficile de bien organiser tout ça et donc c'est un vrai, moi intellectuellement ça me challenge et ça me stimule et donc je suis constamment en train de me dire, bah, comment est-ce que, d'essayer de comprendre, de lire, voilà, je trouve qu'en tout cas, moi, ça me challenge, c'est quelque chose que j'aime bien, et donc ce challenge, j'arrive pas à me dire: «Bon, bah, voilà, j'arrive pas à me dire: "Bon, je vais être en échec parce que je vais pas réussir à je sais pas, à recruter telle personne ou à faire tel changement pour arriver à telle autre taille". Enfin, je vois ça un peu comme un voilà, comme un comme un niveau, de jeu à réussir à élever et ça me plaît intellectuellement. Je pense que si ça aurait été pas le cas, effectivement, j'aurais peut-être, mis ça de côté, plus tôt, quoi. Ouais, il y a une vraie stimulation au final au quotidien, malgré, à chaque niveau, que tu passes, comme tu dis, c'est intéressant, effectivement, le parallèle avec le jeu vidéo. À chaque niveau que tu passes, tu sais que ça va être encore peut-être un peu plus difficile, mais à la fois, t'as de meilleures armes parce que t'as tout l'historique aussi qui te sert à aller plus haut. C'est ça, Donc c'est hyper enrichissant. Tu te ouais. considères toi plus comme un profil, un entrepreneur intuitif ou pragmatique? Parce que j'ai l'impression que sur le recrutement, enfin, tu es quand même allé à l'intuition pour le coup avec Raphaël, Mmh. parce que Ouais, finalement les chiffres auraient pu te dire non, non, dans mon BP c'est trop, ça pèse trop, donc je peux tout à fait, ouais. pas. Ouais. Donc je crois Ouais, que j'ai tout la à fait. Bah, réponse, mais en fait, non, plutôt intuitif de base, je dirais. Je suis quand même fondeur, «sales» entre guillemets, donc il y a un côté plus, voilà, j'aime bien rencontrer des personnes, j'aime bien échanger, je suis plus sales, on va dire, mais en même temps, je suis quand même très réaliste et pragmatique. Tu vois, forcément, voilà, quand tu parles de taux de marge, quand tu parles voilà, de services qui font de la croissance ou pas, qui ont certains niveaux de MRR, certains niveaux de churn, de LTV, enfin, en fait, il faut quand même une maîtrise, assez fine on va dire, de la structure de ce que tu proposes et de son implication financière derrière. Donc en fait, je dirais qu'en tant qu'entrepreneur et c'est ça qui est difficile, je trouve, pour tout le monde, mais c'est qu'il faut vraiment être ultra équilibré sur beaucoup d'éléments. Et donc moi, c'est ce que j'essaye, c'est un peu la discipline que j'essaye et je sais que justement, je me complémente de personnes qui vont vraiment m'aider là où je suis moins bon. Typiquement, c'est vrai que sur des éléments moi, je me suis très vite staffé sur la partie financière, donc j'ai très vite structuré ce pôle-là. Sur la partie, RH, voilà, j'ai fait les premiers recrutements, à l'intuition, mais effectivement, j'ai bien compris que c'était pas quelque chose qui était scalable, et donc aujourd'hui, il y a toute une équipe RH avec des processus, bah, très cadrés là-dessus, même si je vois toujours, bah, les candidats, à la fin et je donne mon feedback, intuitif. Il y a quand même un C'est quand même cadré dans le process donc je dirais qu'il faut les 2. Moi, j'ai toujours, été fan d'une série, qui s'appelait Le Caméléon il y a longtemps, si certains connaissent cette série et je trouve que ça m'a toujours fasciné, voilà, de voir, des personnes capables voilà, d'être un petit peu voilà, je trouve que les meilleurs profils pour moi, en tout cas ceux que je valorise beaucoup, c'est par exemple des tech devs qui sont aussi commerciaux, voilà, ou des commerciaux qui réussissent à réfléchir, product et chiffres et donc j'essaye de m'appliquer ça, même si forcément j'ai toujours, quand même l'intuition qui va être le driver, principal. J'essaie de faire en sorte de combler ça via des compétences que j'acquiers ou des collaborateurs qui travaillent avec moi. ouais, ok, c'est très, très, très clair, très, très clair. Je fais juste un retour sur quelques terminologies pour les gens qui nous écoutent parce que on a l'habitude dans, ce- Pas de dans souci. ces secteurs d'activité d'utiliser des mots en anglais et des abréviations. Juste le profil sales, pour ceux qui nous écoutent, c'est plus les profils type commerciaux et qui sont très axés business, à la différence des profils tech qui sont beaucoup
plus dev, etc. Et un peu plus en back-office, on va dire, on simplifie, hein. Après, il y a d'autres typologies de Tout à profils, fait, ouais. tu me diras si je me trompe. MRR, c'est le revenu récurrent de manière mensuelle d'une société, notamment qui a un modèle en SaaS, on en a parlé tout à l'heure. Le SaaS, c'est le Service as a Software, donc c'est les gens, les entreprises qui vous vendent un service ou un outil, une prestation de manière récurrente, où vous payez un abonnement, grosso modo, au lieu d'acheter un truc que avant on achetait un logiciel, on l'installait. Voilà, aujourd'hui, par exemple, vous louez Microsoft Office 360. Bon, ben voilà. Du coup, Tout à fait, ouais. c'est du mode SaaS. Et donc, les boîtes calculent leur MRR, justement, qui est finalement la base de valorisation d'une boîte aujourd'hui, en tout cas, une des bases de valorisation d'une boîte, sur le revenu récurrent mensuel ou annuel, d'ailleurs. Et ce qui va avec, tu en as parlé, c'est le churn. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le churn, du Taux coup, c'est d'attrition. c'est voilà, c'est le taux Non. d'attrition exactement. Donc la capacité d'une société à faire de la rétention sur ses clients, ou en tout cas à éviter que ses clients n'abandonnent ou ne se désabonnent Mmh. du service. Voilà. Je pense que j'ai Ouais. résumé correctement. On parlait aussi de ouais, enfin, je crois que j'ai utilisé le terme LTV, donc lifetime value, Ouais, donc le temps moyen, la valeur, moyenne d'un client sur sa durée de vie, avec votre entreprise. ouais. Et Qui est un terme on pourrait marketing, parler ouais. ouais, tout à fait. Mais en fait, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est juste que, moi, quand j'ai lancé Junto, ces termes-là ne me parlaient pas du tout, et voilà, voilà, tu fais un premier devis, tu vends une prestation, bon, c'est assez direct, tu la vends pas, mais c'est voilà, c'est très direct. Mais en fait, pour développer, on va dire, une entreprise à plus grande échelle, moi, ça m'a vraiment, demandé de réfléchir de manière très précise au modèle. Et d'ailleurs, on a lancé plusieurs services chez Junto qui ont des modèles potentiellement plus ou moins «MRRisables» entre guillemets. Donc en français, des modèles où on a de plus en plus ou moins de récurrence. Et c'est vrai que, ça peut faire la différence sur, la structure commerciale, la structure marketing. Donc en fait, plus on s'est développé et plus on a eu besoin, de structurellement comprendre les avantages et les faiblesses de chacun des modèles, d'entreprise. Et j'invite en fait tous les entrepreneurs et voilà et tous les collaborateurs de société, à vraiment bien comprendre ces logiques-là. Parce qu'effectivement, lorsqu'on vend un produit qui a un panier moyen, beaucoup plus bas, ça peut être, plus compliqué de se développer sur des leviers, où finalement, un client nous coûte cher. Donc voilà, c'est important de pas force enfin, si on veut «gagner» entre guillemets, si je reprends l'analogie du jeu et du niveau, il faut être dans le comment dire? Il faut être dans le, enfin voilà, il faut avoir les bons «personnages» entre guillemets pour gagner dans le jeu. Enfin, on peut pas, avec un modèle, avec un très petit panier moyen, réussir à être rentable sur du méta par exemple, va être beaucoup plus compliqué. Donc il faut pas non plus se lancer de tête baissée sans maîtriser bien ses coûts et sa rentabilité, parce que justement, ça, en fait, on part un peu perdant, quoi, de base. Donc, voilà. Ouais, je comprends, carrément. Donc toi, ton rôle là-dedans, ça a été, on le voit là, on voit bien, hein, enfin avec nos échanges, euh, que plus tu avançais dans le temps, plus tu as structuré, plus tu as aussi évolué, plus tu t'es entouré de gens effectivement pour venir en complément des lacunes que tu pouvais avoir Tout à fait, ouais. si tu en avais. Euh, Aujourd'hui, Junto, c'est combien de personnes? Combien de chiffres, si tu communiques sur tes chiffres, je sais pas, et c'est quoi la croissance prévue encore hein, pour les années à venir? Ouais, donc aujourd'hui, on est près de 80 collaborateurs en temps plein. Puis après, on a énormément de prestataires qui travaillent avec nous, que ce soit principalement, on travaille en interne, hein, pour nos clients. Après, on va avoir nous-mêmes des prestataires sur la partie, marketing, de notre côté, sur de la production de contenu, et également sur des petites choses pour nos clients, enfin, dans le cadre de nos services. Donc, voilà, au global, on va être une centaine de collaborateurs. On va avoir, aujourd'hui 4 services, donc on va avoir tout ce qui est paid média, référencement naturel, tracking et créa. On est principalement en France, aujourd'hui, avec quelques clients à l'international et puis aussi des clients internationaux qui souhaitent se développer en France, qui font appel à nous. Les grands enjeux aujourd'hui, c'est vraiment de continuer, sur la tendance qu'on a. Donc on a certains services avec de grandes ambitions, typiquement tout ce qui est, relatif justement au tracking, à la data, à la créa et au référencement naturel,
On a des ambitions de croissance, très fortes, donc voilà, on souhaite doubler chaque année sur ces pôles-là. Sur la partie média, on est un peu plus mature aujourd'hui. On se développe encore, très fortement sur tout l'écosystème, Google notamment, Meta, mais aussi aujourd'hui on a énormément de performances et de clients sur la partie LinkedIn. On fait aussi beaucoup de B2B, donc tout ce qui est, relatif à l'advertising sur LinkedIn. On regarde de près tout ce qui est relatif au CRM. Donc voilà, moi j'aimerais bien, enfin j'ai quelques annonces que je vais potentiellement pouvoir faire, d'ici, quelques mois sur voilà une activité CRM supplémentaire de conseil en CRM. Parce qu'on voit que ça commence à être un point, très important pour nos clients, qui est relié entre guillemets au ce qu'on peut appeler le sales ops. Comment définir en fait, vraiment comment dire? Comment définir vraiment son tunnel de vente, B2B, donc la valeur de ses leads à chaque étape, comment relier ça avec son marketing, et comment améliorer, bah, tout ce qui est, relance, workflow voilà, d'activation, de réactivation, email. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont entre le média et le CRM, donc on regarde ça de près. Et voilà, et mon but, moi, ça a toujours été, enfin le ce qui nous porte au quotidien, c'est vraiment l'aspect long terme. Donc moi, ça a été de me dire: «Bah, en fait, on c'est une vision long terme de l'activité». Donc on aime bien, se développer de manière, forte, mais stable et résiliente. Donc ça a toujours été le mot d'ordre. On Ces dernières années ont été assez turbulentes, hein, la pandémie, puis, bah, là, une récession, potentielle et cetera. Donc pour nous, ce qui est important, c'est vraiment d'être solide sur nos appuis, et de rester, voilà, très très présent, connecté à nos clients et au marché. Donc je pense que c'est déjà ça qui nous drive, et moi étant, bah, solo founder avec, voilà, avec la majorité aujourd'hui du capital, j'ai une vision qui est plutôt moyen long terme. Hem et donc voilà, consolider nos différents pôles. On s'est aussi rendu compte ces dernières années, avec le lancement de tous les services qu'on a pu faire, que c'est pas évident enfin, il y a beaucoup de personnes qui, lancent différents projets. Moi, j'ai toujours fait très attention à pas trop me diversifier, à pas trop nous diversifier trop tôt. Et en fait, c'est un vrai challenge que de faire communiquer différentes entités au sein d'une même entité. Faire en sorte qu'on ait voilà, vraiment des BU solides qui puissent communiquer ensemble, et qui puissent aussi avoir un système d'information commun où en fait, par exemple, un client qui est un client sur une partie, bah, devienne, un client sur un autre service, au bon moment, avec, bah, les bonnes conversations au bon moment. Et donc voilà, pour nous, c'est important d'avoir vraiment, de vraiment avoir de la fluidité dans ces processus-là, pour être extrêmement, bon pour nos clients. Et donc ça a été notre challenge vraiment, dernièrement, et ça continue à l'être. On commence à être vraiment bon là-dessus, mais on a encore un petit peu de travail, voilà. Bon, OK, très chouette, 80 personnes, franchement, c'est beau, c'est joli. Ça fait effectivement pas mal de monde à gérer, donc je doute pas effectivement que tu t'entoures de RH pour ça, enfin des personnes en tout cas de service RH pour ça, parce que ça fait pas mal de gens. Donc ça, c'est chouette. En termes de volume d'affaires, aujourd'hui, tu peux communiquer dessus. Si tu communiques pas dessus, il y a aucun souci, mais est-ce que tu as l'habitude de communiquer sur ton volume d'affaires? Bah, disons qu'on va voilà, on va ça on a un peu plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, au global, et voilà, pour te dire. OK. Et bon, avec des objectifs, j'imagine, de croissance, hein, c'est le but aussi de, Tout à de, fait. de toutes les entreprises, ouais. Et on a bien vu le volet maintenant Junto. Je pense ce qui peut être intéressant, c'est qu'on aborde ce que tu as fait à côté et en parallèle de Junto. Donc notamment à titre personnel, toi, comment tu as préparé ton avenir aussi, comment tu as structuré ton patrimoine aussi à côté, parce qu'on le sait, on est en France, les chefs d'entreprise, bah, une fois arrivés à la retraite, sont pas très, on va dire, aujourd'hui concernés par les discussions des réformes et compagnie, hein. Je pense que ça, c'est pas des sujets aujourd'hui Mmh. qui sont prioritaires pour toi et pour la plupart des entrepreneurs. Donc, comment tu as pu aujourd'hui construire ton patrimoine? Je sais que tu as investi dans pas mal de boîtes aussi à titre personnel à côté. Ça peut être intéressant de s'arrêter là-dessus, notamment comment tu les sélectionnes, par exemple. Et qu'est-ce que tu attends de tout ça par rapport à l'immobilier, par exemple? Écoute, bonne question. Enfin, effectivement, enfin, de base, moi, enfin
je découvre un petit peu tout l'écosystème, de l'investissement, mais j'ai été contacté, très tôt par beaucoup d'entrepreneurs qui cherchaient des conseils, qui cherchaient des financements et j'ai toujours été dans cette logique de «redonner» entre guillemets à la communauté, d'essayer d'aider, enfin, moi tous ceux qui me contactent et qui veulent des conseils, je suis le premier à voilà, à être là parce que, hem, voilà, je pense que au quotidien, on fait face à beaucoup de situations, on a envie de redonner, et de donner ces conseils-là et en fait, bah, voilà, c'est des conseils que, si je mets ça sur les réseaux, c'est pas tout le monde est intéressé, donc en tout cas, ceux qui le sont les bienvenus. Hem, donc moi, effectivement, j'ai testé différentes approches, et j'ai testé l'approche, effectivement angel, on peut dire, angel investor. Donc on est vraiment sur des tickets d'investissement, de 5 000 € à 20 000 € à peu près. Donc c'est des investissements qui sont plus modérés, mais quand même quand même une certaine somme. Et en fait, l'idée, c'est vraiment en fait, ce qui se passe, c'est que, bah, avec la vision que j'ai sur le marché, notamment, de l'acquisition, donc de l'acquisition de clientèle, j'ai beaucoup de personnes qui me demandent de participer, même si c'est sur des tickets, minimes, de participer à leur tour de financement parce qu'ils savent que derrière, je vais pouvoir leur apporter aussi une vision, un conseil, concernant leur développement marketing. Et aujourd'hui, bah, c'est quand même un poste stratégique pour les entreprises. Et donc même si, derrière, elles le font en interne, ou elles travaillent avec, X ou Y sur ces parties-là, que ce soit des collaborateurs internes ou des agences externes, elles ont besoin aussi d'avoir, une personne de confiance pour les aider et donc j'interviens à ce moment-là. Et donc le fait d'être investi dans leur société, bah, également permet d'aligner, pardon, les intérêts. Et donc ça, je le fais avec plaisir et je l'ai fait, pour effectivement à peu près 7 sociétés, l'année dernière. Et donc OK. aujourd'hui sur ces investissements-là, si tu veux, honnêtement pour moi c'est très tôt. J'ai démarré il y a effectivement, 24-36 mois à faire quelques investissements, comme ça. Je le fais avec des sociétés souvent qui sont, moi ma stratégie là-dessus c'est vraiment de le faire sur des sociétés auxquelles je comprends vraiment très bien le modèle. Et des sociétés qui sont, où je comprends bien le «modèle marketing» entre guillemets, donc je comprends comment ils vont acquérir des utilisateurs et qui voilà, où j'ai une clé de lecture grâce à mon activité, j'ai une clé de lecture qui me permet de dire: «OK, il y a du volume, il y a un modèle financier qui est intéressant, donc je crois à la société». Donc ça, c'est le premier critère, voilà, c'est un modèle adjacent que je comprends et je comprends le modèle d'acquisition. Un autre critère, c'est des amis, entre guillemets «investisseurs» ou fonds qui m'apportent, qui me mettent en relation, et du coup, il y a déjà eu un premier «sourcing» entre guillemets et déjà une première segmentation, parce que j'ai pas le temps d'analyser, c'est pas mon travail d'analyser des sociétés, des entrepreneurs, des projets, donc souvent c'est déjà «validé» entre guillemets par des personnes dont c'est le métier et qui ont une forte expertise dans l'analyse de société. Donc ça, c'est mon deuxième critère. Et mon troisième critère, mon troisième critère, c'est plutôt de me dire, bah, enfin, est-ce que moi-même je serais cliente de la société? Est-ce que je peux apporter de la clientèle, en fait, à la société directement et apporter de la valeur concrète à la société? Et donc ça, c'est un critère où je c'est pas toujours, obligatoire, mais c'est quelque chose que je regarde, quoi. Si je peux, moi, grâce à Junto, leur apporter ou grâce à mes contacts, leur apporter des clients, quoi. Ouais, donc tu le fais vraiment dans une optique, de proximité plus que d'opportunité, ou de spéculation. C'est ça. C'est finalement, j'ai l'impression que c'est effectivement il y a un peu plus de feeling et d'affect que de pragmatisme financier, quoi. Voilà, c'est pas comme un fonds d'investissement qui lui va Ouais, regarder aussi les chiffres et faire c'est ça. des projections de ROI, quoi. Ouais, parce que c'est encore très, très early, hein, quand tu rentres en tant que BA. Ouais. Donc en fait, il y a à la rigueur, il y a un peu de MR, mais voilà, s'il y a 10-20 cas, c'est déjà beaucoup. Donc on est vraiment sur, par exemple, j'ai une anecdote d'une société où c'était un client avant, à moi qui m'a contacté, qui est sur une activité que je connais bien et un service dont je me sers et je voulais même pas, voilà, à la base, j'avais même pas envie d'investir dans sa société. Il m'a relancé 10 fois, il m'a enfin voilà, il m'a montré un peu l'énergie qu'il avait dans le développement du projet
et plus c'est un projet qui me parlait, sa stratégie me parlait, donc je dis: «Bon OK, j'y vais». Mais à l'époque, sa société faisait quoi? Ouais, elle faisait, 200, 150-200 K d'ARR, donc de revenus annuels. Et Mmh. je suis rentré à ce moment-là et aujourd'hui, il est déjà au triple de ça et ça se développe bien. Mais c'est vrai que voilà, ça va être aussi dans du feeling. Mais je dirais que sur ce type d'investissement-là, aujourd'hui, j'y vais j'y vais moins, j'y vais très peu parce que je trouve que ce type d'investissement-là, pour l'instant, en tout cas, moi, j'ai peu de certitude sur l'issue de ces investissements-là, parce que c'est des cycles quand même de au minimum, faut être parti sur 5-7 ans à mon sens, ou entre au minimum 4 ans, je dirais. Et donc pour l'instant, j'ai pas encore pu réaliser de gains via ces investissements-là, et donc c'est quand même du très long terme, quoi. Donc c'est quand même, voilà, on remet à très long terme sa rentabilité potentielle et en plus, c'est très peu liquide comme investissement donc heu Ouais, et avec un taux de casse qui peut être aussi important sur le volume, ouais. Donc je dirais c'est quand même pour des investisseurs aguerris, voilà, je ne conseillerais pas forcément ça comme 1re typologie d'investissement, lorsqu'on souhaite investir. Là, tu investis à titre perso ou via ta holding, du coup? J'ai fait les 2. Tu as fait les 2. J'ai fait les 2, ouais. Ouais. Les en perso, ça peut être c'est intéressant de le faire en PEA. Ça peut être intéressant de le faire en PEA, ouais. Ouais, pour des économies d'impôts sur enfin, Ouais. sur économies d'impôts sur le revenu, ça peut être intéressant. Ouais, là, l'autre avantage de la holding, c'est le régime Murphy, mais du coup, il faut que tu aies plus de 5% du capital et Ouais, j'imagine que sur des petits tickets, c'est pas forcément évident, quoi. bah, il y a ça et après bon, moi j'ai un autre volet effectivement assez important, c'est que je suis américain. Mmh. Donc voilà, il y a d'autres sujets relatifs à la La structuration, on va dire fiscalité, ouais. holding, Mmh. ouais. Mais Ouais, donc en perso, c'est plus simple et transparent, bien que j'ai fait les 2. Mais ouais, ça dépend de la structuration. Effectivement, moi, j'ai testé les 2, ouais. Mais aujourd'hui, entre guillemets, ma priorité, c'est plus si j'investis dans des projets, c'est d'être vraiment investi. C'est d'être, aujourd'hui, je prends plutôt ce parti pris-là, c'est de se dire en fait, «OK, mais dans ce cas-là, je suis vraiment voilà, je fais partie de l'équipe fondatrice et j'investis davantage, mais je sais que j'ai vraiment plus d'impact». Parce qu'en fait, sur des tickets BA, j'ai entre, 0 et 1, enfin voilà, en fonction de la valorisation, ouais. c'est quand même des choses où tu es quasiment insignifiant, quoi. Ouais, tu pas d'impact et à la fois, ça recoupe avec ce que tu disais tout à l'heure de le fait de mettre un directeur général, de prendre un peu de recul pour pouvoir aussi peut-être, je sais pas, hein, si c'est Tout à aussi fait. le but, mais dédier du temps à d'autres projets éventuellement, mais pas seul, c'est ça? Tout à fait, ouais, exactement, exactement. Aujourd'hui, c'est de se dire, en fait, moi, j'arrive à un stade, en fait, où la question que je me pose, c'est comment je peux avoir le maximum d'impact? Et là où j'ai le maximum d'impact, c'est effectivement, pas forcément de signer, un contrat en plus ou en moins ou des choses comme ça, mais c'est coacher une équipe, dirigeante et les aider, à prendre les bonnes décisions de recrutement, de structuration. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'essaie de m'investir et de m'impliquer dans les projets. À la fois d'avoir des synergies avec ce que je fais et aussi de pouvoir les aider à passer certaines étapes que j'ai pu passer avec Junto, en leur disant: «Bon, là, il faut que tu recrutes telle personne, là, il y a ça qui va pas dans ta structuration, là, il faut que tu revoies ça, ça c'est la prio». Donc j'ai remarqué que vraiment c'est des conseils très très pragmatiques, précis à un moment T, et si l'entrepreneur exécute sur ces conseils, souvent il passe des étapes beaucoup plus rapidement que s'il n'avait pas été accompagné. Donc c'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui, ouais. Ouais, carrément, carrément, mais ça, je trouve que ça va bien avec tout ce que tu nous as raconté, l'historique, voilà, le feeling, les valeurs humaines, etc. Je trouve que en fait, c'est cohérent, tu vois, avec tout ce que tu nous as raconté tout à l'heure, que de rechercher cette proximité et finalement aussi ressentir la valeur que tu peux apporter au-delà de mettre un ticket de 5, 10, 15, 20 000 balles. Bon, c'est pas forcément ça Tout à fait, ouais. qui va faire basculer la boîte d'un côté ou de l'autre, quoi. Mais alors que le Ouais. reste peut être quand même assez Ouais, intéressant. tout à fait, tout à fait, ouais, c'est même pas une question d'argent, c'est déjà il y a une grosse partie dans le mindset, dans l'organisation de la structure et cetera, et donc c'est là où vraiment tu arrives à créer beaucoup de valeur et en fait, je dirais que, quand tu es à l'initiative d'un projet, en fait, même quand tu arrives et on pourra faire le parallèle avec l'immobilier, en fait, quand tu arrives déjà sur des valorisations à, je sais pas, 5-10 millions d'euros, enfin entre 3 et 6 millions d'euros par exemple, sur un premier tour, en fait, tu achètes déjà quelque chose qui a vraiment démarré, quoi. Enfin, tu vois, qui existe, il y a déjà une team et cetera. Donc en fait, tu achètes un existant et du coup, forcément,
tu es beaucoup plus petit dans l'aventure, pardon, et donc forcément, tu as aussi moins enfin, tu peux avoir de l'impact si tu prends un énorme ticket, hein, ce que font des fonds ou autres, ou peut-être des BA qui il y a des BA aussi plus importants que moi, hein, typiquement, enfin, il y a des très gros BA. Mais voilà, en fait, moi, je vois ça plutôt en comment est-ce que je peux vraiment, débloquer peut-être même avant cette première phase de croissance, quoi. Ouais, c'est très clair, c'est très clair. Et tu disais parler avec l'immobilier, du coup, aujourd'hui, donc bon, la majorité de ton patrimoine, j'imagine, est dans le Junto. Tout à C'était fait, la ouais, valeur c'est aussi, exactement, la c'est valeur ça. aussi de la boîte, la valeur de la boîte. Donc j'imagine que bon, voilà, tu connais la valorisation et tu es capable aujourd'hui d'avoir une idée de ce que ça peut valoir demain ou si tu veux vendre aujourd'hui. Mais à côté de ça, pour diversifier justement et pas mettre tous ses œufs dans le panier Junto, même si bon, on l'a vu, la boîte est très fiable et saine, de par ce que tu en as fait. Qu'est-ce que tu as pu développer à côté? J'imagine un peu d'immobilier quand même. C'est ça qui nous avait fait nous connaître il y a un peu plus d'un an, quand j'étais passé sur la Martingale, je crois. C'est peut-être, on Ouais, s'était tout à connu fait. là-dessus. Mais donc ça parlait forcément d'immobilier, parce que les gens m'appellent pour parler d'immobilier, donc j'imagine que c'était ça. Mais est-ce que tu peux nous dire du coup ce que tu as mis en place ces dernières années, justement? Ouais, tout à fait. Bah, c'est vrai que, un de mes premiers objectifs, je pense que c'est un peu le rêve de tout le monde, à la base, c'est de se dire, bah, est-ce que je sais pas, je peux acheter, par exemple, un bien, et en fait, en le louant, bah, avoir un revenu qui me permette, théoriquement d'arrêter de travailler. Moi, c'était enfin voilà, c'était un des éléments, il y a, je sais pas, il y a 5-10 ans, je me disais: «Bah, ce serait quand même génial», et cetera. Et en fait, voilà, et donc j'ai creusé un peu le sujet, et en fait, je me suis aperçu que, bah, enfin, il y a plein de choses autour de ça, mais je me suis aperçu que rien que d'avoir, hors dette, un bien qui peut te rapporter après impôt, même 2 500-3 000 €, franchement, il faut déjà un patrimoine considérable. En tout cas, enfin, ouais, il faut un patrimoine considérable, quoi. Ouais, Ou ouais. alors, Il faut enfin, ouais. bien l'avoir anticipé en tout cas. Ouais. Ouais, donc c'est vraiment, en fait, c'est pas évident du tout, et en plus, voilà, l'immobilier, c'est quand même très taxé. L'immobilier, c'est aussi enfin, c'est moins rentable dans les grandes villes, dans lesquelles, enfin, moi, je suis également, donc ça coûte cher, et la renta, elle est pas forcément là. Et puis en même temps, l'immobilier, bah, l'avantage, c'est aussi de pouvoir le financer avec une partie de dette, un effet de levier, et cetera. Donc ça m'a posé plein de questions par rapport à ça, et moi, voilà, il y a 2 ans, j'avais pas encore acheté ma résidence principale, hein. Donc 1re chose que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ma résidence principale, et je me suis vraiment, en fait, j'avais vraiment très peur de lever de la dette, j'étais pas du tout dans le voilà, j'avais vu des biens, j'étais là, moi, je suis à Boulogne-Billancourt, et j'avais vu des biens, c'était, extrêmement, extrêmement pourri, Ouais. par rapport à voilà, à ce que ça coûtait. Donc j'étais vraiment, enfin, j'étais complètement, enfin, j'ai pas envie d'investir dans l'immobilier, et j'ai passé à peu près un an et demi avant de faire, mon achat de résidence principale, et voilà, et finalement, ça m'a un petit peu débloqué à ce niveau-là, parce que j'ai compris que voilà, j'ai compris que finalement enfin voilà, finalement, on vit bien avec un crédit, et ça voilà, si c'est bien structuré, ça se passe plutôt bien, et puis tu es content d'être chez toi, et cetera. Enfin, il y a plein d'avantages, donc voilà, ça m'a débloqué, et voilà, et après, j'ai eu l'occasion, de travailler sur un projet d'investissement locatif, à côté, et moi, encore une fois, je suis toujours un peu dans cette logique d'apprentissage, et de «stimulation intellectuelle» entre guillemets. Parce que je trouve que l'immobilier, ce qui est intéressant, c'est que tu as plein de, enfin, c'est voilà, il faut sourcer les biens, tu as une stratégie. Enfin, un bien, en centre-ville, c'est pas pareil qu'à la campagne, un 2 pièces, c'est pas pareil qu'un 3 pièces. Enfin, il y a toutes les classes d'actifs immobiliers, enfin, il y a énormément de différents types d'immobilier qui ont tous une clientèle, une renta, voilà, un marché, et cetera, et donc je trouve que c'est même dans Boulogne-Billancourt, typiquement, il y a à peu près 3 marchés dans un marché, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est extrêmement, intéressant de travailler sur cette classe d'actifs, et voilà, et donc aujourd'hui, j'ai une vision un peu plus précise, pareil, de l'immobilier, de l'investissement immobilier, et voilà, et personnellement, ma stratégie aujourd'hui, c'est plutôt de me dire, moi, j'ai été plutôt
sur des éléments, sur des biens peut-être, j'ai pas été sur une stratégie, de faire des colocs, voilà, dans des villes où il y avait des fortes rentabilités et cetera. Je suis plutôt resté justement dans des centres-villes, de villes, assez chères en termes de prix au mètre carré, et aujourd'hui, je me suis plutôt dirigé vers, en tout cas, je tente, mais pour l'instant, ça a l'air de fonctionner, mais sur une stratégie où je passe plutôt par du bail mobilité. Donc voilà, c'est des locations de court terme, mais d'un mois minimum, Mmh. voilà, dans des centres-villes. Donc c'est ce que j'essaie de prouver comme modèle aujourd'hui, et donc mais je suis au début, hein, moi, sur la partie investissement immobilier, ouais. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que je pense que ça doit étonner plus d'un auditeur qui nous écoute parce que, tu vois, on parle de monter une boîte, on parle de prendre des risques, on parle d'embaucher un mec qui a un salaire que tu peux pas payer au départ. Bon, tu vois, on parle aussi d'investir, de mettre des tickets 5, 10, 15, 20K dans des boîtes. Où elles en sont à un stade quand même, on l'a dit, hein, d'amorçage. Donc en fait, peut-être qu'il y a 7 boîtes sur 10 qui vont flancher, et puis deux autres qui vont survivre à peine, et puis une qui va te rendre ton ROI, on va dire. Ouais. Et alors que l'immobilier, c'est quand même le placement préféré des Français, tu vois. Pourquoi? C'est le placement préféré des Français parce que c'est le plus sécure sur le papier et historiquement. Et tu vois, on retrouve chez toi qu'il y a quand même un entrepreneur qui, par défaut, aime le risque, parce qu'un entrepreneur, ça aime le risque par défaut, et puis ça aime surtout pas se faire chier. Alors c'est peut-être le côté inertie qui est emmerdant dans l'immobilier pour un entrepreneur aussi, parce que c'est vrai que c'est assez long quand même. Mais c'est vrai que comment t'expliques ça, cette peur un peu finalement d'aller sur du lever de la dette pour l'immobilier, alors que ça t'aurait peut-être pas posé de problème de le faire pour ta boîte? Bah, non, pour ma boîte, ça me pose problème aussi, mais je pense que, non, je pense que c'est plus par, bah, à la base, parce que quand on connaît pas, je pense c'est plus parce que je connaissais pas assez, et après voilà, c'est un peu cette impression de devoir, je pense l'entrepreneuriat, c'est aussi un vœu de liberté, voilà, voilà, ouais, de liberté, et là, de se dire, en fait, bah, c'est pas vraiment mon bien, finalement, c'est le bien de la banque, et j'ai un risque, voilà, si je suis caution personnelle et cetera, j'ai quand même un risque que voilà, j'ai quand même du risque, et donc c'est vrai que j'ai été, ouais, c'est vrai que je vois pas, et en fait, je vois pas, je vois moins cette classe d'actifs comme j'ai moins vu, en tout cas au départ, cette classe d'actifs comme quelque chose qui pouvait vraiment, me créer de la valeur, à partir de rien. En fait, je vois plus l'immobilier aujourd'hui, et je pense que toujours ça, enfin, alors j'ai un peu changé, mais je voyais plus l'immobilier comme, une sorte de compte en banque, un peu plus, où tu sais qu'avec de la dette, et en attendant, assez longtemps, ça allait potentiellement te faire ta retraite. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, à part, je trouve, en tant que marchand de biens, je trouve que c'est compliqué d'aller créer, une valeur, enfin voilà, c'est dur d'aller créer des millions d'euros de valeur typiquement, sans avoir des millions d'euros à investir, en immobilier. Je trouve qu'il faut avoir en fait, je trouve que l'immobilier, il faut avoir une surface financière quand même assez importante pour y arriver. En tout cas, je trouvais que c'était le cas, et plus ça va, et plus je change un peu par rapport à ça, parce que je sais qu'il y a des personnes qui font des très belles opérations en achat-revente, en tant que marchand de biens, et aussi je sais que si c'était à refaire, je pense que j'essaierais de faire des choses peut-être plus rentables, mais plus petites, de commencer avec des petits investissements, parce qu'effectivement, moi, j'ai attaqué un marché, où en fait le prix d'entrée est de base, assez prohibitif, alors qu'en fait il y a des très belles opérations à faire sur des biens, je sais pas, à 100 K, avec 10-20 K d'apport, et en fait tu peux commencer à te faire la main voilà, sur une typologie de biens qui te permet d'envisager, les choses différemment, quoi. Donc Ouais, puis tu peux diluer effectivement en plus ton risque, et pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est toujours pareil, hein, on en revient au même sujet, hein, ouais, diversifier. Et comme tu le dis, l'avantage de l'immobilier, c'est que tu peux effectivement diversifier au sein même de cette classe d'actifs ouais. aussi. Géographiquement déjà. Ouais, mais en fait, juste, ouais, pour ajouter à ça, ça me fait penser à ça, mais en fait, moi, au début, avec l'immobilier, je suis parti du principe que c'était pas mon métier, quoi. Qu'en fait, mon métier, c'était ma boîte, ce que je faisais, et qu'en fait, l'immobilier, c'était vraiment comme je disais, enfin, entre guillemets, «un compte en banque», pour l'avenir, quoi. Enfin, c'était ma retraite. Donc je l'ai pas vu, voilà, je l'ai vu de manière, «Tiens, je veux quelque chose de sécure, patrimonial». Et je pense que voilà, c'est la vision que j'en avais,
parce que j'avais pas l'ambition de monter un entre guillemets «une entreprise immobilière». Mais je pense que c'est totalement valable également comme vision. C'est juste que c'était un petit peu mon parti pris, au démarrage en tout cas, quoi. Non, mais très clairement, enfin moi je suis passé par différents stades aussi, tu vois? Il y a des années où j'ai entrepris pas mal de choses dans le business et notamment dans l'e-commerce et que très clairement pendant ces années-là, j'ai pas acheté un seul appart, alors que j'en avais acheté avant, tu vois? Ouais, Et puis j'en ai racheté plein après aussi. Mais au final, j'étais focus et je comprends que voilà, comme tu le dis en plus, tu pas du genre à trop à te disperser, tu ouais, c'est focus sur ça. ton truc Ouais. et c'est clair que les règles de priorité, elles changent aussi au fil des ans et au fil des on évolue tout le temps, tu le disais tout à l'heure, hein, donc voilà. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Je pense que voilà, ça dépend des priorités, des évolutions et après j'ai aussi voulu me dire, si tu veux et je pense que c'est aussi, mon esprit un peu, enfin vouloir faire aussi un peu contraire à ce que tout le monde fait, c'est qu'à un moment donné, on entendait beaucoup parler, tu vois, de la coloc, de choses comme Ouais, ça et tu vois? Et voilà et en fait, c'est vrai que moi, par exemple, je vois là, à Boulogne typiquement ou à Paris, effectivement, c'est des marchés, où, enfin, c'est des marchés qui peuvent coûter très cher au mètre carré, mais aussi je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une énorme demande, enfin, c'est des villes où il y a une énorme demande locative typiquement et donc en fait, en fait, en termes d'offres, de biens qualitatifs, il y a pas non plus énormément de choix, en fait et il y a beaucoup de cas d'usage, tu vois? Typiquement, moi, j'ai rencontré des choses, enfin voilà, des étrangers qui venaient en France longtemps, des étudiants, des Français qui, ont besoin d'un pied-à-terre, à court terme et enfin, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait également des cas d'usage, dont on m'avait pas du tout parlé, et dont j'ai appris, et que j'ai appris en faisant, en fait. Donc je pense qu'il y a aussi je pense qu'il faut également, dire aux auditeurs, aux personnes qui nous écoutent, en fait, il y a un marché pour tout et en fait, enfin, si tu vois sur, par exemple, sur Se Loger que ton 2 pièces, doit se louer entre, 1 300 et 1 500, tu vois? Enfin, c'est pour parler concret, à tel endroit, la réalité, c'est que si, voilà, si tu as un bien, un peu mieux que la moyenne, que tu as une logique de location un peu différente, à une clientèle précise, étrangère et cetera, en fait, tu peux être totalement sur des chiffres totalement différents voilà, de ça. Donc je pense qu'il faut très aussi faire clairement. pour voir, quoi. Je suis parfaitement d'accord avec toi et nous qui sommes positionnés plutôt effectivement sur du moyen haut de gamme, on fait souvent la différence et quand on accompagne un client à investir, tu vois, sur une ville comme Toulouse, puisque c'est celle qu'on maîtrise le mieux, même si on accompagne un peu partout en France maintenant, mais et qu'on lui dit, ben voilà, cet appartement que tu achètes, tu peux le louer tel prix. Au final, quand lui va faire son benchmark sur Internet, comme tu le dis, Se Loger, Le Bon Coin, il va dire, mais vous Mmh. êtes sûr parce que j'ai vu que ça se louait. Non, mais aucun Ouais, problème. De ce qu'on va faire du bien, on pourra le louer. Et en fait, on est capable aussi, sur un marché qu'on connaît bien et qui est suffisamment patrimonial, comme tu le disais, hein, pas trop campagne, etc., de créer une offre, en fait, qui n'existe pas et donc de créer ce besoin. Voilà. ouais, Typiquement, ouais, voilà, il y a, à l'époque, personne n'incluait Internet sur un tout à fait, ouais. logement que tu louais. Voilà. Bon, mais si tu l'inclus, forcément, tu crées le besoin. Le mec se dit, bah, ok, c'est beaucoup plus flexible pour moi. Par exemple, sur un bail mobilité, le mec, il a pas à faire la souscription, la résiliation, etc. Et c'est super Ouais, confortable. ouais, tout à Et fait, ça, c'est tout à fait. des petits trucs. Alors aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs, mais c'est des petits trucs comme ça qui, historiquement, en fait, ont fait évoluer l'offre aussi, ont fait augmenter les prix du marché, etc. En dehors des simples rénovations, quoi. Voilà. Ouais, Et, totalement. Tu vois, par exemple, pour parler d'un point, mais tu vois, par exemple, sur du Airbnb, tu vois, en proche couronne de Paris, tu as pas le droit de faire du meublé de tourisme, quoi mais par contre, tu peux faire du long terme, et je pense que rien que, tu vois, toute la stratégie, enfin, moi, j'avais jamais entendu parler de ça, mais être super haute, et avoir, tu vois, telle ou telle étoile, sur certains services, en fait, personne n'en parle, mais ça peut, te booster, la demande, tu vois, un truc de malade, et je pense qu'il y a enfin, tu vois, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans et en fait, ou sur une clientèle, je sais pas, américaine, qui viennent pour tel ou tel salon, à Porte de Versailles. Enfin, en fait, il y a énormément de stratégies différentes et donc je pense que voilà, il faut en tout cas, tester également, quoi. Il y a une logique vraiment de test et ce qui m'a un peu débloqué dans l'immobilier, c'est de savoir que dans tous les cas, vous avez acheté un «actif» entre guillemets, que si vous l'avez plutôt bien acheté, dans tous les cas, ça se revend, quoi. Et avant, j'étais un peu bloqué par cet aspect dette, mais en fait, tu te rends compte que bon, bah, en face, tu as un actif. Donc, à partir de ce moment-là, même si bon, ouais, peut-être qu'il va perdre un peu de valeur, il peut perdre, il peut gagner de la valeur, mais ça va pas s'écouler de 30. Enfin, là, dans ce cas-là, on serait tous,
dans une mauvaise Ouais, et situation. puis même si ça perd un peu de valeur et que tu le vends pas tout de suite, le capital a été remboursé partiellement par le Ouais, locataire ou voilà. en tout ou partie par le locataire. Donc Ouais, tout à fait. finalement, si tu prends le côté comptable pur et dur, bah, ça reste intéressant, quoi. Voilà. Oui, Après, ouais, c'est ça. C'est que c'est moins en fait, c'est moins, ri enfin, ouais, c'est moins, moi je pensais que c'était tout ou rien, enfin, tu vois? Je me disais: «Ouais, mais si ça se loue pas du tout et si machin», mais en fait, au pire, ça se loue pas, tu rebaisses un petit peu le prix et puis le mois d'après, ça se reloue un peu mieux. Enfin, en fait, c'est hyper c'est voilà, il y a c'est un investissement où tu as peu de chances de pas du tout t'y retrouver, en fait, contrairement à ce qu'on peut croire quand on se dit: «Bon, bah, il y a quand même une montagne de dettes à lever» et cetera, quoi. Non, mais c'est juste, très juste. Et t'as d'autres classes d'actifs que t'as développé du coup? Bon, j'imagine qu'avec une boîte qui fait 10 millions aujourd'hui, ou là où tu l'as amené, en n'ayant pas de fonds et donc trop de dettes, si j'ai bien compris, parce que t'es pas forcément, t'as pas Mmh. forcément une appétence au risque. J'imagine que du coup, t'as gagné un petit peu d'argent quand même. Est-ce que t'as réussi à faire des placements à titre personnel? C'est quoi tes choix aujourd'hui? Comment est constitué ton patrimoine finalement? Bah, j'ai testé différentes choses, mais quand même, la majorité effectivement de mon patrimoine se situe dans ma société. Et c'est quelque chose d'ailleurs que voilà, c'est une vraie question que je me pose et que je me suis posée à plusieurs reprises. Heu, c'est voilà, à un moment donné, en fait, se pose la question de ce qu'on appelle se dérisquer, hein, en tant qu'entrepreneur. On va dire, c'est de vendre une partie potentiellement de son capital. Hem et en fait, moi, j'ai plutôt, on va dire, l'envie inverse, c'est-à-dire que j'ai plutôt envie de réinvestir, dans mon entreprise. Parce qu'en fait, dès lors que tu commences à te diversifier, avec tes actifs, effectivement, c'est peut y avoir une logique voilà, de risque, mais en même temps, c'est sur ton activité que tu as le plus on va dire tu as le plus d'avantages, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'impact avec un Junto, qu'avec un petit investissement à droite à gauche, où, je vais moins maîtriser en fait, tous les tenants et les aboutissants de cette activité, voilà, où j'aurais moins d'impact. Donc en fait, aujourd'hui, je suis plutôt à me dire, en fait, la manière dont je réfléchis à ça, c'est plutôt de me dire: «Quelle est la croissance potentielle de valeur que je peux avoir, sur Junto vs sur d'autres classes d'actifs?» Et si en fait la croissance de Junto est toujours forte et où je sais, que je peux l'amener que je peux la développer à fois 2 fois 3 et cetera, bah, j'ai quand même intérêt à aller dans cette direction-là. Donc voilà, donc aujourd'hui, j'ai fait, effectivement un peu de business angel, de BA. J'ai investi dans quelques titres, sur la bourse et cetera. Bon, je peux te dire que c'est pas joyeux forcément En sur les direct, 2 tu fais derniers. ça en direct du coup, ou tu délègues à une banque ou un courtier? Je fais ça enfin, c'est entre les 2 en tout cas. C'est géré par une banque, mais c'est quand même très drivé par moi, tu vois, OK. sur des titres et cetera. Mais enfin voilà, en gros, c'est assez enfin, c'est enfin, c'est assez impersonnel et finalement, c'est vrai que j'étais très valeur de croissance, et Mmh. donc quand même le portefeuille a quand même Ouais, pris un petit forcément. repli. Voilà. Ouais. Voilà, après effectivement, j'ai fait des là, je suis plutôt j'ai plutôt été dans des projets IMO, et aujourd'hui, je regarde plutôt des projets IMO entreprises, typiquement. Mmh. Donc là-dessus, je trouve qu'il y a des choses intéressantes à faire, Pour et Jonto ou rien à voir du coup? Ou tu veux pas tout mettre au même endroit? ouais, pour Junto et pour d'autres activités potentiellement, OK. mais voilà, c'est vrai que j'ai besoin de bureaux dans tous les cas, donc je pense que ça peut être un investissement intéressant à faire. Et après d'un point de vue, personnel, j'ai été sur d'autres activités, donc aujourd'hui je suis en train d'investir dans d'autres activités, d'autres entreprises en fait, où je reprends des participations au capital, mais de manière plus, conséquente comme je te le mentionnais avant. Et je réfléchis en fait à j'ai effectivement, j'ai réfléchi à cette partie, parce que enfin voilà, moi pour te dire, voilà, Junto effectivement, il y a une certaine, enfin effectivement, il y a une certaine génération financière, de par l'activité. Mais en même temps, heu, on va dire, c'est relativement récent et en même temps, je souhaite continuer à investir assez fortement dans le développement de l'activité. Donc pour l'instant, je suis
voilà, en fait, sauf à faire une opération, on va dire, de capital, développement, je reste quand même très investi dans Junto et effectivement, je me suis posé la question, à plusieurs reprises si, s'il fallait pas, dérisquer. Aujourd'hui, je suis je pense que ça peut être une bonne option, mais en même temps, tu vois, j'ai pas spécialement de besoin, hem, enfin, j'ai pas de besoin spécifique, donc en fait, j'ai toujours été, dubitatif pour le moment avec ça parce que j'ai pas un lifestyle qui me demande, tu vois, d'avoir un meilleur appart, d'avoir forcément des revenus, tu vois, passifs, plus importants et cetera. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai plus envie d'avoir, encore davantage la main sur Junto, quoi. Donc Et en même temps, c'est ce qui t'anime, quoi. c'est C'est ce qui ça. t'anime au quotidien. Donc finalement, ça reste cohérent aussi avec ce que tu as envie de faire, quoi. C'est ce qui m'anime, c'est là où j'ai un meilleur, retour, sur les capitaux investis aussi, c'est là où je maîtrise effectivement, tout. Donc voilà, je pense que je continuerai à, pour moi, c'est plutôt développer une plateforme autour de moi, j'ai plutôt cette image d'un groupe, en fait. Donc ma vraie aujourd'hui, mon mon vrai objectif, c'est de développer mon groupe, qui passe par ça s'appelle EA aujourd'hui. Bon, c'est un nom que je vais potentiellement changer, mais globalement, voilà, c'est la EA pour holding Étienne globalement. Alcouf, au cas où Ouais, d'autres se posent ces questions. Très simple. exactement, donc aujourd'hui, voilà, il y a quelques entreprises dans ce groupe, dont Junto, qui est forcément la plus grosse entreprise, mais aujourd'hui, c'est plutôt cette vision-là que j'ai. Je reste hyper investi dans ce groupe et je passerai peut-être à un mode plus, rentabilité ou full investisseur plus tard. Mais aujourd'hui, j'ai pas juste envie d'être, entre guillemets «un investisseur» et de me retirer, de l'opérationnel parce que je trouve qu'on a encore, en fait, j'ai la vision de ce que peut devenir Junto, heu, même à court terme et en fait, ça me donne de l'énergie, ça me galvanise. Je me dis: «Bon, en fait, non, pourquoi j'irais faire autre chose?» même si parfois enfin, voilà, c'est un challenge au quotidien. Je reste très impliqué, là-dedans voilà. C'est tout à ton honneur, franchement, Étienne, c'est clair. Puis en plus, si enfin, on le sent que tu vois, ça t'épanouit et que du coup, voilà, tu te lèves le matin aussi pour ça, pour Junto, pour ce groupe. Donc en fait, je veux dire, tant que tu as cette adrénaline-là, En fait, je dirais que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont sur des coups, en fait, qui sont sur, «Tiens, je vais monter une boîte et tiens, on est 30-40 personnes, je la revends», tu vois, on a atteint un premier palier, bah, les fonds, ils sont là, mmh ils peuvent vendre leur boîte et cetera et moi, je suis plutôt, du style: «Non, mais ce sera un échec de pas vraiment passer à l'échelle, et de monter tu vois, une boîte à, tu vois, 120-150-200 personnes, m'internationaliser et cetera. Enfin, une sorte ouais, de challenge à d'inachevé aller ou ouais, d'inachevé. inachevé. Exactement, aller à l'international, à avoir des logiques un peu plus, un voilà, un peu plus massives et en fait, je me dis: j'ai une opportunité, en fait. J'ai l'opportunité d'y aller, donc voilà, effectivement et tu d'un côté, tu peux avoir l'appât du gain de te dire: «Non mais arrête, enfin, tu vois, arrête de travailler, tu vois, je sais pas, à faire autre chose et cetera», mais en même temps, en fait, tu te rends compte, si tu veux, je pense que, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que le premier objectif que j'avais, on me parlait de cet appartement, ce fameux appartement, pour être entier, je sais pas, à 30 ans. Hem, Franchement, c'est un enfin, tu vois, en réalité, je pense que pour beaucoup de gens, c'est pas une fin en soi, en fait. Li Pour moi, un flux financier, il est fait pour être augmenté et la conséquence derrière, c'est un challenge, c'est voilà, c'est intellectuellement un challenge, mais en aucun cas, en fait, ça te satisfait typiquement de te dire: «Bon, bah» enfin, je pense que c'est une fierté d'avoir vendu une société typiquement, mais j'ai beaucoup d'amis qui ont vendu leur société et derrière qui en ont remonté, 1 ou 2 autres, qui sont repartis et cetera. Pour moi aujourd'hui, c'est plus réussir à effectivement à développer l'activité Junto en étant aussi en conseil avec un directeur général et investir dans ce groupe. Donc c'est comme ça, c'est par là que je vois l'investissement, aujourd'hui, et voilà et peut-être que ça changera plus tard, mais en tout cas, pour l'instant, je me dis qu'il y a il y a une opportunité quoi, faut y aller. Donc Non, mais ok, bah franchement,
Encore une fois, je pense que c'est ton choix et il te convient. Et je pense que tant que c'est comme ça, il faut le conserver. En tout cas, le passé et l'histoire de Junto nous montrent que tu as fait les bons choix. Donc, il n'y a pas de raison que tu fasses les mauvais aujourd'hui. Ça, c'est très chouette. En tout cas, merci pour les échanges, Étienne. On a dépassé l'heure d'enregistrement, donc je pourrais encore parler pendant un petit moment avec toi de plein de sujets. C'est très très intéressant et je trouve que tu as un profil très très inspirant et à la fois tu restes très humble, ce qui est pas forcément le cas de tous les entrepreneurs, donc dont certains qu'on voit à la télé avec des boîtes moins grosses que les tiennes et qu'on entend haut et fort. C'est Voilà. gentil, merci. Non, mais voilà, en tout cas, vraiment bravo pour tout ce que tu as fait. Tu es assez actif sur LinkedIn, donc j'imagine que si les gens veulent suivre un petit peu ton aventure, Étienne Alcouf sur LinkedIn, ils peuvent suivre ça là-bas. Et est-ce que tu as d'autres réseaux peut-être ou canaux que tu peux partager pour te Oui, suivre? bah, merci Julien, effectivement, je fais beaucoup de contenu et je vais essayer d'en faire de plus en plus. Donc, là sur YouTube, j'ai ouvert une chaîne, et je vais avoir des entrepreneurs et des directrices, directeurs marketing qui vont passer dessus de renom. Donc voilà, je vous invite à suivre la chaîne, Elle et puis s'appelle voilà, je vais comment? essayer de elle s'appelle Étienne Alcouf. Du coup, c'est une chaîne personnelle. Et puis voilà, effectivement, je vais essayer d'aller plus loin sur le contenu organique et puis, bah, ravi, merci beaucoup pour l'invitation. Toujours un plaisir de parler d'investissement, et c'est des sujets où voilà, ça prend du temps aussi, pour chacun à mûrir et à voir la meilleure stratégie pour soi. Donc, bah, en tout cas, si je peux, inspirer quelques vocations, bah, c'est tant mieux, voilà. Bon, je pense que ça le sera en tout cas. Merci encore, Étienne. Je te souhaite une bonne continuation dans tous tes projets, vraiment, sincèrement. Et de toute façon, on sera amené à suivre tes aventures sur LinkedIn et sur YouTube, du coup. Avec grand plaisir, merci à toi Julien. Bonne Je journée, à t'en bientôt. prie. À très bientôt. Salut. Salut. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.